à partager après cette réunion, des éléments, donc les présentations et l'enregistrement sur les réseaux sociaux. Heu, Par défaut, le chat est fermé car nous allons privilégier plutôt les échanges en direct avec vous. Donc nous aurons 2 séquences, de questions-réponses, pendant la réunion. Donc on préfère, échanger en direct. Vous aurez l'occasion de poser vos questions aux intervenants et également on vous demande, d'éteindre les micros pendant les présentations. Vous avez le loisir de les rouvrir quand vous avez des questions à poser, mais pour, la qualité, sonore, des présentations, voilà, on vous demande, de bien vouloir les éteindre. Voilà, on démarre tout de suite. Je laisse la parole à Sandrine Andrès pour une présentation de notre institut. Merci Karine. Je serai très brève sur la présentation de l'Institut. L'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques et nous opérons sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement. Peut-être la slide suivante. Merci. À ce titre, donc, le ministère nous a confié la charge depuis 2009 du service national d'assistance réglementaire sur REACH d'abord, puis sur CLP. Notre mission, c'est d'apporter une assistance aux entreprises sur leurs obligations réglementaires avec pour but de faciliter l'accès des entreprises à un niveau suffisant d'informations sur les différents aspects du règlement. Plus largement, nous essayons de diffuser le plus largement possible l'information en nous appuyant comme relais sur les organisations professionnelles et les chambres de commerce et de l'industrie. À noter également qu'il s'agit d'un service gratuit, donc c'est une mission régalienne et qui a distingué des actions de conseil et de soutien qui relèvent du marché privé. Voici les services que nous vous proposons. Notre premier objectif, c'est de répondre aux questions des industriels, en particulier en favorisant les PME. Nous avons un accueil téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h. Vous avez le numéro qui s'affiche sur la slide. Nous vous proposons ainsi un formulaire en ligne pour les questions écrites si vous préférez. Nous vous remercions d'avance d'utiliser plutôt ce formulaire que les contacts directs parce que nous avons une charte de qualité et d'enregistrement des questions. Voilà, de toute façon, on sera obligé de repasser par le formulaire. Nous vous mettons aussi à disposition une lettre d'information qui est publiée tous les mois depuis 2010. Donc, je vous engage bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous trouverez le lien d'information sur le site du helpdesk. Et à propos de site, donc nous avons un portail d'accès et 3 sites en miroir. Ils sont construits tous les 3 de la même façon, avec des nouveautés, un accès à la réglementation bien évidemment, des guides et brochures et puis des foires aux questions. Et il y a 3 sites miroirs, un sur REACH, un dédié à CLP sur la classification et l'étiquetage, et l'autre dédié aux polluants organiques persistants au règlement POP. Donc n'hésitez pas à nous contacter par ces moyens pour toute question en lien avec ces réglementations, y compris pour des sujets qui ne seront pas traités aujourd'hui. Donc nous pouvons inviter, Julien Fabre, à intervenir. Vous vouliez, voilà, dire un petit mot dans cette introduction et bienvenue. Oui, bonjour, j'espère d'abord que vous m'entendez bien. Bonjour à tous et merci à l'INERIS de proposer ce webinaire autour de l'information sur les substances extrêmement préoccupantes et tout particulièrement le projet autour de l'application Scan4Chem. Bien sûr, aujourd'hui, on a des attentes de transparence de nos citoyens et du coup, la formation du consommateur, c'est une part importante pour répondre à cette préoccupation, à cette demande. On a du coup, vous l'avez dit, le plan national santé-environnement, mais au cours des dernières années, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Depuis 2006, il y a le règlement REACH qui impose via l'article 33 une forme de transmission d'informations au sein des chaînes d'approvisionnement et jusqu'aux consommateurs. Alors, c'est peu mis en œuvre, mais c'est ce que doit permettre Scan4Chem, de maximiser sa mise en œuvre.
On a récemment, en 2017, la révision de la directive 4 déchets adoptée en 2018, qui a donné lieu à une obligation que je pense les acteurs autour de la table connaissent, qui s'appelle, qu'on appelle communément SKIP. Et puis, toujours sur ces mêmes préoccupations de transparence qui viennent de la société civile, les parlementaires français ont souhaité, avec le gouvernement, intégrer une mesure de transparence sur la qualité environnementale des produits générateurs de déchets. Et donc ça, c'est intégré dans la loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Donc voilà, on a un ensemble de choses qui vont vers la transparence sur la présence de substances dangereuses ou substances extrêmement préoccupantes, en l'occurrence, quand on parle aujourd'hui de Scan4Chem. Il faut savoir que le gouvernement soutient pleinement l'application Scan4Chem. C'est une action importante à nos yeux du plan national santé-environnement, le 4e du nom. Et pour information, et je pense que les acteurs autour de la table seront plutôt satisfaits d'entendre cette nouvelle-là, le gouvernement a souhaité faire en sorte que l'obligation issue de la loi AGEC puisse, si les substances qui le concernent, qui sont concernées par l'obligation d'information des consommateurs ne sont que des SVHC, nous avons souhaité que l'information via l'application Scan4Chem suffise pour répondre à cette obligation de la loi AGEC, donc à la loi française. Donc voilà, donc il y a un ensemble de, comme vous l'avez compris, de dispositifs qui existent en parallèle, certains sont en cours de développement, certains existent déjà depuis quelques années. En tout état de cause, on essaye de faire en sorte que ça converge et que du coup les acteurs français puissent informer correctement et surtout de la meilleure manière possible les consommateurs de la présence de substances dangereuses. Et je vais suivre avec attention le webinaire aujourd'hui pour être éventuellement disponible pour des questions à l'issue. Je vous remercie. Merci Titien. Donc on va poursuivre avec les bases réglementaires. Il est nécessaire de reposer un petit peu le contexte réglementaire pour pouvoir en venir ensuite au projet Ask-REACH. Donc on va parler du règlement REACH. Le règlement REACH, c'est donc un règlement européen qui est entré en vigueur en 2007. Le règlement REACH, ça vient de l'acronyme Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, donc enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques. Donc ce sont les différentes modes de régulation des substances chimiques qui sont l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction au sein de ce corpus réglementaire qui a pour objectif de maîtriser le risque chimique et afin d'accroître la protection de la santé et de l'environnement et de la santé via l'environnement. Donc il y avait une demande sociétale forte quand REACH est entré en vigueur d'accroître les connaissances sur les substances chimiques parce que les dispositifs précédents n'étaient pas assez efficaces pour avoir un grand nombre d'informations sur toutes les substances qui étaient sur le marché. Et puis, le règlement REACH, il a également vocation à assurer une meilleure information de l'ensemble des acteurs, que ce soit les salariés, le consommateur, les pouvoirs publics ou les ONG. Donc, le règlement REACH, son but, c'est d'assurer une meilleure maîtrise des usages qui sont faits des substances chimiques et aussi une meilleure gestion des risques qui sont liés à la fabrication et à l'utilisation de toutes ces substances chimiques. Alors, pour bien connaître ces obligations et pour savoir quand on est un industriel, quels sont les différents volets de REACH qui vont s'appliquer, il est très important de bien poser le cadre du champ d'application et de bien définir ce que l'on fabrique, ce que l'on importe, ce que l'on vend. Dans REACH, il y a des définitions très précises qui couvrent les substances telles quelles, les substances contenues dans des mélanges, donc qui vont être mélangées entre elles, mais ne pas réagir entre elles, et les substances contenues dans des articles. Donc il existe un grand nombre de dispositions pour réglementer les substances telles quelles ou les substances contenues dans un mélange, mais il existe aussi des dispositions pour les substances contenues dans des articles, et c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Donc on va un petit peu regarder ceci ensuite. Mais il faut savoir quand même que les dispositions pour les substances qui sont contenues dans les articles sont quand même moins nombreuses que celles pour les substances telles quelles ou les substances contenues dans les mélanges. Alors, on fait un focus aujourd'hui dans ce webinaire sur les substances dans les jouets ou les articles de puériculture. Donc, dans ce type de secteur,
on va être essentiellement sur des articles. On peut trouver à la fois des articles simples et des articles complexes. La définition d'un article dans REACH, c'est un objet qui a une forme, une surface ou un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique. Pour illustrer cette définition, si on prend par exemple une table, qu'elle soit en plastique, en métal ou en bois, finalement, ce n'est pas sa composition chimique qui importe, c'est sa forme pour qu'elle puisse remplir la fonction qui lui est destinée, celle d'être une table. Alors, il existe dans la définition d'articles des cas un peu plus complexes, des cas qu'on appelle les cas limites. C'est par exemple le cas de la bougie. La bougie, en fait, c'est un mélange. La cire est un mélange, mais dans cette bougie, il y a une mèche qui, elle, est un article. On peut aussi parler du cas du stylo, qui est plutôt un mélange dans un récipient qui agit en tant que contenant, donc le contenant autour, lui, est un article. Et quand on est sur des cas limites comme cela, il faut bien avoir en tête que des dispositions spécifiques aux articles s'appliquent et les dispositions spécifiques aux mélanges peuvent s'appliquer aussi. On peut cumuler toutes les dispositions. Alors attention, parfois on peut avoir des hésitations sur la définition de article, substance, mélange. On peut par exemple préciser que la pâte à modeler est un mélange. Il existe pour tous les cas où on peut avoir des difficultés à trancher un guide qui a été édité par l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, c'est le guide des exigences applicables aux substances dans les articles, dans lequel on peut trouver un logigramme qui nous aide avec toute une série de questions, en déroulant ces questions, à conclure si on est sur substance, mélange, article ou combinaison des deux. Donc, quand on a bien identifié que l'on était, par exemple, un fournisseur d'articles, alors on va se focaliser sur les obligations qui incombent à ces fournisseurs. Dans votre secteur, je pense qu'un grand nombre d'entre vous sont déjà bien concernés par la directive européenne sur la sécurité des jouets. Elle s'applique certes, mais elle s'applique sans préjudice du règlement REACH qui vient s'appliquer aussi. Et donc, l'un ne s'applique pas sans l'autre. Il faut donc bien prendre en compte les dispositions du règlement REACH à cet égard. Les dispositions qui s'appellent les restrictions et qui sont donc citées dans l'annexe 17 du règlement REACH existaient déjà avant l'entrée en vigueur de REACH, les restrictions. Elles ont simplement été reprises et ajoutées au règlement REACH dans son annexe 17. Donc il existe un certain nombre de dispositions, de restrictions qui peuvent concerner le secteur du jouet ou des articles de puériculture. On a sélectionné par exemple ici le cas du benzène ou le cas des phtalates, qui citent nommément l'interdiction de trouver ces substances dans les jouets ou dans des articles de puériculture. Alors après, vous avez des exemptions qui sont parfois spécifiées, il y a aussi des seuils qui peuvent exister, mais il est très important quand on est fournisseur d'articles de regarder en premier lieu si on est soumis à des restrictions d'usage, c'est-à-dire est-ce que dans les articles que l'on va mettre sur le marché, il existe des substances qui sont interdites. Et ça, c'est vraiment primordial de vérifier cela. Alors, les restrictions, elles peuvent couvrir à la fois des fournisseurs de substances, des fabricants, des importateurs de substances ou de mélanges, mais aussi des fournisseurs d'articles. Elles couvrent tous les acteurs, donc les restrictions, annexe 17. Pour le secteur jouets, articles de puériculture notamment, il y a des restrictions qui sont spécifiques, enfin plus ou moins spécifiques, mais en tout cas qui citent, et je les ai reprises sur cette diapositive ici. Je vous renvoie également vers le site de l'ECHA, de l'Agence européenne, parce qu'elle a élaboré 2 FAQ spécifiques pour revenir sur la définition de qu'est-ce que l'on considère comme étant un jouet. Et donc ça, c'est la FAQ 982 de l'ECHA, donc dans la partie support du site web de l'ECHA, vous retrouverez ces FAQ. Et également une FAQ sur la définition de l'article de puériculture. Et ça, c'est dans la FAQ 983 de l'ECHA. Ensuite, ici, donc voilà toutes les FAQ que l'on a pu relever, qui citent les jouets ou les articles de puériculture, avec les substances qui sont concernées entre parenthèses ici. Il faut savoir que l'annexe 17, elle évolue en permanence, donc elle est régulièrement incrémentée de nouvelles substances. Donc il est très important de faire une veille réglementaire sur cet aspect des restrictions et suivre les évolutions pour
pour anticiper une éventuelle substance qui serait interdite dans les articles que vous pouvez mettre sur le marché ou que vos fournisseurs vous transmettent. Alors, il y a un deuxième grand volet d'obligations qui concerne les fournisseurs d'articles. C'est le volet qui tourne autour des SVHC. Donc, les SVHC, Substance of Very High Concern, ce sont des substances qui sont identifiées par les États membres de l'Union européenne ou l'ECHA. Ces substances, si elles ont été identifiées, elles ont été inscrites à la liste des SVHC qui en contient actuellement 219. Pour être inscrites sur la liste des SVHC, elles doivent présenter les caractéristiques suivantes: propriétés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les CMR, de catégorie 1A ou 1B. Elles peuvent être aussi des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, PBT ou VPVB, très persistantes et très bioaccumulables, qui sont des dangers pour l'environnement. Et elles peuvent également être des substances qui ont des propriétés de perturbateurs endocriniens. Donc voilà les critères de classification des substances en tant que SVHC. Alors l'objectif d'avoir listé ces substances, c'est d'arriver à une élimination progressive de ces SVHC lorsque des solutions de remplacement sont viables sur les plans économiques et techniques. Cette liste des SVHC va évoluer 2 fois par an, donc elle évolue toujours en janvier et en juillet, à quelques semaines près. Donc là aussi, comme je vous le disais pour les restrictions, il est très important d'effectuer une veille réglementaire sur l'évolution de la liste des SVHC pour pouvoir répondre à ces obligations en fonction des listes à jour. Alors, quelles obligations? Eh bien, les obligations autour des SVHC, ce sont essentiellement des obligations de communication dans REACH. Notamment, l'article 33.1 indique que tout fournisseur d'articles qui contient une SVHC à plus de 0,1% doit fournir au destinataire professionnel de l'article assez d'informations, s'il en dispose, pour permettre l'utilisation en toute sécurité de l'article, y compris au minimum le nom de cette substance. Donc, quand un article contient une SVHC à plus de 0,1%, il faut fournir au destinataire professionnel une information qui contient à minima le nom de la substance SVHC présente à plus de 0,1% à son client professionnel. Il est également important de noter que les emballages sont également des articles et sont aussi concernés par cette disposition de l'article 33.1. Alors, on a également dans le règlement REACH un article qui est l'article 33.2 qui, lui, se tourne vers le consommateur. C'est le seul point du règlement REACH qui concerne le consommateur. Et donc, l'article 33.2 dit qu'à la demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article qui contient une SVHC à plus de 0,1% doit fournir au consommateur suffisamment d'informations pour permettre une utilisation en toute sécurité, y compris au minimum le nom de cette substance. Là, les informations pertinentes dans ces cas-là doivent être fournies gratuitement dans les 45 jours suivant la réception de la demande. Voilà, 45 jours, ça peut paraître assez court pour obtenir les informations si on ne s'est pas préoccupé de les obtenir avant que cette requête arrive. Donc, c'est important d'être proactif sur ce point-là, on va en reparler ensuite. Alors voilà pour les aspects réglementaires. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Oui, je vois que monsieur Doumer voudrait prendre la parole. Oui, bonjour. Donc Martial Doumer pour la Fédération des industries du jouet et de la puériculture. Tout d'abord, merci pour ce webinaire. C'est toujours intéressant de pouvoir partager un petit peu sur ces questions réglementaires et d'application, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'information. Je voulais juste revenir sur quelques points quand même de détail, parce qu'on parle aujourd'hui de jouets et articles de puériculture. C'est vrai que dans votre présentation, vous indiquiez en effet qu'il fallait les REACH et à juste titre, je dirais sans préjudice, bien sûr, des exigences ou des restrictions apportées par la directive jouet, mais on a aussi la même chose côté puériculture, puisqu'il existe un décret spécifique, je dirais national, ou bien aussi certains autres articles de puériculture qui sont aussi couverts par le contact alimentaire. Donc, c'était juste un petit peu pour globaliser, parce qu'on a plutôt tendance toujours à parler des jouets. Et les articles de puériculture, on a plutôt tendance parfois aussi à les assimiler à des jouets, alors que c'est vraiment une catégorie, je dirais, particulière, et qui aussi doit être traitée de la même façon, en termes d'analyse de risque, mais avec, on va dire, des règles réglementaires un peu différentes. Et je voulais revenir sur un autre élément aussi. Donc,
en tout cas, je suis content d'avoir eu la confirmation, en tout cas, que la base Scan for Chem sera l'application, en tout cas, qui sera utilisée aussi dans le cadre du décret, je pense, sur les perturbateurs endocriniens et sur les substances chimiques aussi. Je pense que c'est les deux, éventuellement, parce qu'elle est liée aussi au décret qui a été publié récemment sur les perturbateurs endocriniens, sur l'affichage et l'information sur les perturbateurs endocriniens, me semble-t-il. Donc là, je demanderai confirmation aussi, peut-être, je dirais, à la DGPR présente, et donc représentée donc par Julien. Et donc voilà, on est content finalement, voilà, qu'après toutes ces discussions-là, finalement, on ait pu trouver, je dirais, un terrain d'entente pour qu'elle puisse être insérée, on va dire, dans ce dispositif réglementaire qu'est la loi AGEC. Voilà. C'était mes 2 points à date, voilà, pour le moment. Je vous remercie. Oui, en effet, vous avez bien fait de préciser ces points sur les réglementations spécifiques, et c'est vrai que, notamment pour les contenants alimentaires, il y a pas mal de secteurs, enfin d'industriels de ce secteur qui n'ont pas en tête non plus que REACH est applicable, parce qu'ils sont vraiment très préoccupés par la réglementation sur les contenants alimentaires. Donc effectivement, dans chaque secteur, il ne faut pas se cantonner à des réglementations secteurs spécifiques. REACH couvre vraiment Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et en plus, avec l'annexe 14 en plus, quoi, pour les fabrications européennes, qui limitent aussi l'usage, on va dire, de certaines autres substances, voilà, qui se ressemblent quand même dans les annexes 17, mais qui peuvent être aussi différentes, quoi. Ok. Est-ce que Julien, tu voulais reprendre la parole? Je pense. Pardon. Non, effectivement, merci Monsieur Doumer pour vos commentaires. On a effectivement travaillé à faire en sorte d'intégrer au maximum, et puis on continue à, si possible, intégrer les différents dispositifs qui cohabitent et qui se développent en parallèle. Donc voilà, ça se poursuit. Et concernant la question des perturbateurs endocriniens, on pourra en rediscuter en bilatéral s'il y a besoin, notamment avec mes collègues qui sont plus particulièrement en charge de ces substances un petit peu spécifiques. Pas de souci, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va maintenant, je vais laisser la parole à Sandrine. Oui, merci Gaëlle. Donc, je reprends la main pour vous introduire au projet AskReach, qui est financé par le programme LIFE de la Commission européenne. C'était un programme qui était en particulier dédié à la promotion de la substitution des substances les plus préoccupantes. Sur la suivante, s'il te plaît. Donc, ce projet rassemble 19 partenaires issus de 12 pays européens, dont plusieurs helpdesk nationaux comme l'INERIS. Vous avez les points sur la carte. Le projet est d'ailleurs coordonné par l'Agence allemande pour l'environnement, NUBA, qui est elle aussi en charge du helpdesk national allemand. Dans cet ensemble de partenaires, nous avons aussi des organismes en charge de la protection du consommateur, ainsi que des associations non gouvernementales. Ce projet a été lancé en 2017, donc il y a un petit moment maintenant. Les premières applications ont été disponibles dans l'Union européenne en novembre 2019, pour vous donner quelques points de repère. Et nous avons notre communication, et le lancement de l'application a été un peu perturbé, vous vous en doutez, par la situation sanitaire, mais nous avons repris une communication à partir de janvier 2021 en ciblant quelques secteurs d'activité, comme par exemple les articles de sport. Et ce qui nous conduit à ce webinaire aujourd'hui sur les jouets et sur les jouets et les articles de puériculture, en préparation du focus que nous allons faire sur ces articles d'octobre à décembre 2021. Alors, quel rôle ont les partenaires dans ce projet européen AskReach? C'est un rôle de relais national, d'abord d'une action qui est plus large, qui est déployée, l'application dont on va vous parler tout à l'heure est déployée au niveau européen.
L'objectif initial, c'est bien de diffuser de l'information sur l'article 33, être le relais de cette information auprès des industriels et des consommateurs et d'obtenir de l'engagement pour la substitution des substances les plus préoccupantes de ces deux types de contacts. Alors, nous avons deux types d'actions que nous menons en parallèle. En premier lieu, une campagne auprès des entreprises. Donc, la première chose, c'est bien de mener des actions de communication et de sensibilisation auprès des importateurs, des fabricants et des distributeurs d'articles, avec une sensibilisation à REACH, parce que, comme le disait Gaëlle, il y a finalement peu d'articles dans REACH qui touchent aux articles. On est plutôt sur des réglementations qui sont assimilées à des substances, donc il y a un peu de pédagogie à faire. Et puis, ayons bien compris aussi que c'était chaque réglementation, c'était aussi de faciliter, c'est notre rôle en tant que LDES, de faciliter aussi le travail des entreprises en fournissant des outils pour mieux répondre aux requêtes qui sont de toute façon obligatoires et aussi de faciliter l'échange dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui avait été identifié au début du projet comme une partie un peu déficiente du processus REACH. Faciliter aussi la transparence des fournisseurs d'articles et proposer une veille réglementaire. De l'autre côté, nous avons un volet auprès des consommateurs. Là aussi, il s'agit d'informer et sensibiliser ces consommateurs à la présence de substances toxiques dans les articles et à leur droit de savoir du consommateur. Gaëlle disait que l'article 33.2, c'est le seul qui s'adresse aux consommateurs dans REACH, donc il est très largement peu connu. Et puis, le but, c'est aussi de créer de l'engagement en amenant les consommateurs à scanner le plus d'articles possible et dire aux entreprises qu'ils veulent de la transparence puisque, in fine, l'objectif de ce projet, de ce programme, c'était de favoriser la substitution des substances les plus préoccupantes. Je vais vous dire deux mots maintenant de Skip, pour, que vous connaissez probablement, pour vous clarifier notamment les différences qui existent entre Skip et Askrich. Julien Fabre vous le disait, la base de données Skip, elle est issue de l'obligation de l'article 9.1 de la directive cadre sur les déchets et la notification de la présence de SVHC dans les articles auprès de l'ECA est obligatoire maintenant depuis le 5 janvier 2021. D'un autre côté, Askrich, c'est basé sur le volontariat des entreprises qui veulent remplir leurs obligations de l'article 33.2 de REACH. Elle s'inscrit donc dans une logique de promotion des articles sans SVHC afin d'encourager la substitution. D'autres différences, c'est lié au type d'informations qui sont gérées par ces deux bases. Dans Skip, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent notifier la présence de SVHC dans un article. Et chaque article, même article dans un article. Et de plus, la déclaration dans Skip n'est obligatoire que pour les articles qui contiennent des SVHC à plus de 0,1%. Dans la base Askrich, les articles qui contiennent des SVHC, mais aussi ceux qui n'en contiennent pas, peuvent être renseignés. Ce qui permet aussi aux entreprises de mettre en avant leurs articles qui sont exempts de SVHC et aux consommateurs de faire un choix éclairé, puisqu'en scannant l'article, au lieu de tomber sur une absence d'information, il peut avoir être conforté dans son choix et rassuré sur l'absence de SVHC dans l'article qu'il s'apprête à choisir. Pour les différences, avant que Gaëlle vous présente la suite. Merci. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne quant à l'application Scan4Chem. Donc l'application Scan4Chem, c'est l'application qui a été l'application pour smartphone qui a été développée dans le cadre du projet Askrich, qui permet de scanner les articles du quotidien et savoir s'ils contiennent des substances extrêmement préoccupantes.
Donc, c'est un outil qui permet une meilleure information du public sur cette question des SVHC. Et puis, c'est également un outil qui permet aux entreprises de remplir leurs obligations en matière de communication sur ces SVHC. Alors, l'alimentation de cette application, elle se fait par une base de données qui est mise à disposition des entreprises. On va en reparler de cette base de données. Je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne. En quelques chiffres, on a déjà plus de 400 entreprises françaises qui sont enregistrées dans la base qui alimente l'application. Il est possible dès maintenant d'interroger ces entreprises françaises donc via Scan4Chem, puisque des adresses mail de contact existent pour qu'on puisse les interroger. Depuis le début du projet, il y a déjà 180 000 codes barres qui ont été scannés en Europe par des consommateurs depuis la sortie donc, de cette application. Ces consommateurs souhaitent savoir si des SVHC sont présentes dans leurs articles. Et il y a également 19 500 requêtes qui ont été envoyées par des consommateurs européens directement aux entreprises via l'application parce qu'ils ont souhaité savoir si des SVHC étaient présentes. Et je peux aussi maintenant passer la parole à Alexia pour cette diapo. Oui, alors bonjour à tous. Donc, vous pouvez vous poser la question de quelle est la différence entre Scan4Chem et du coup les autres applications. Donc, on a essayé de vous faire un petit schéma pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Alors, c'est une liste non exhaustive des applications d'aide à la consommation donc, pour les consommateurs. Ce qu'on peut voir, c'est que certaines applications vont vraiment se concentrer sur un secteur en particulier. Par exemple, l'application Clear Fashion qui va vraiment évaluer les marques selon des critères RSE vraiment dans le textile, ou alors certaines vont être applicables à plusieurs domaines comme Yuka qui traite notamment de l'alimentaire et puis plus récemment des cosmétiques. La différence, c'est que Scan4Chem va venir intervenir sur une plus grande partie des articles de consommation courante, que ce soit pour l'article en lui-même ou alors pour leurs emballages. Et puis, ce n'est pas l'équipe Scan4Chem qui va noter la marque comme peut être fait sur d'autres applications, mais elle va simplement relayer l'information de la présence ou de la non-présence de SVHC donc dans l'article interrogé par le consommateur. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite idée de d'où se positionne Scan4Chem par rapport aux autres applications. Merci. Donc, quelles sont les catégories d'articles qui sont couverts? Eh bien, on peut trouver des articles simples qui sont constitués d'une seule matière ou très peu d'éléments, par exemple un t-shirt, une assiette. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'exemples d'articles simples, mais il existe aussi énormément, peut-être encore plus, d'articles complexes qui sont en fait des assemblages de petits articles, de sous-articles, pour faire un article plus complexe. Et donc là également, on peut scanner ces articles complexes avec l'application Scan4Chem. La SVHC doit être identifiée dans la plus petite partie de l'article, tel qu'il a été un article avant son assemblage. On a également la problématique des articles avec mélange. Alors, les articles avec mélange pourront être scannés également. Donc, on a illustré ce cas, par exemple, ici avec un petit pot de crème. Si un consommateur scanne un article de ce type, alors il va interroger son fournisseur sur la présence de SVHC uniquement dans l'article, c'est-à-dire dans le pot ici, et non pas dans le mélange, puisque le projet Askrich est basé sur l'article 33 de REACH. Donc l'article 33, c'est questionner sur la présence de SVHC uniquement dans les articles et pas dans les mélanges. Par ailleurs, les mélanges sont régulés d'autres manières, et notamment il existe des restrictions dans l'annexe 17 qui interdisent par exemple la présence de CMR dans les mélanges destinés au grand public. Alors, pour la question également des emballages, on a aussi illustré ce point ici avec cette boîte qui contient des chaussures. Eh bien, si un consommateur utilise Scan4Chem pour scanner une boîte de chaussures, alors il interrogera son fournisseur à la fois pour savoir si des SVHC sont présentes dans les chaussures, mais également dans l'emballage, dans la boîte, qui est également un article, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, le fonctionnement de l'application est très simple. Le consommateur scanne le code barre de l'article, ou s'il n'y a pas de code barre, il va pouvoir effectuer une recherche manuelle en entrant le nom de l'article dans l'application. Ensuite, le consommateur obtient de l'information sur la présence ou sur l'absence de SVHC.
notamment si l'article a été renseigné par le fournisseur dans la base de données qui alimente Scan4Chem. Lorsque l'article n'est pas renseigné, on obtient ici le message article manquant, pas de données, et l'application propose au consommateur d'envoyer lui-même une requête pour interroger son fournisseur sur la présence ou l'absence de SVHC en cliquant sur le lien qui est ici en bas de l'écran du téléphone. Alors, vous pouvez dès à présent découvrir l'application pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle est téléchargeable sur les stores de Google ou de Apple. Ne soyez pas étonnés si vous voulez la télécharger, quand vous verrez apparaître le nom de l'UBA, qui est l'agence allemande de l'environnement. C'est le coordinateur du projet, c'est lui qui met à disposition l'application dans tous les pays de l'Union européenne. Mais les liens là qu'on vous fournit et qui sont disponibles depuis la présentation vous renverront vers l'application en français. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie et sur l'application Scan4Chem en tant que telle? Ensuite, on va avoir un volet derrière sur l'alimentation de la base de données et l'implication des entreprises. Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à lever la main si vous avez besoin d'interroger. Ok, alors on enchaîne sur la suite. Donc, l'implication des entreprises dans le projet. Donc, les entreprises qui sont concernées par le projet, ce sont les fournisseurs d'articles, tels qu'ils sont définis dans REACH. Donc, si vous êtes producteur, donc fabricant d'articles, si vous fabriquez sur le territoire européen un article, si vous assemblez des sous-articles pour fabriquer un article complexe, si vous importez depuis un pays en dehors de l'Union européenne pour le commercialiser en Europe, ou même si vous êtes un simple distributeur d'articles, que vos fournisseurs sont déjà des fournisseurs européens et que vous fournissez vous-même ces articles en Europe, alors vous êtes concerné par le projet Ascreech et par la communication sur la présence de SVHC. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, le consommateur, lui, il va donc scanner un article, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et envoyer à son fournisseur une requête si l'article n'est pas déjà renseigné dans la base. Donc, le fournisseur reçoit un email, et puis pour répondre à cet email, il peut faire juste un répondre à ce message pour renvoyer une réponse au consommateur sur la présence ou l'absence de SVHC. Il faut savoir simplement que l'adresse mail du consommateur est cachée par le système. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire répondre à pour pouvoir réenvoyer la réponse au consommateur. Si le consommateur a scanné un article qui est déjà renseigné dans la base de données, alors l'industriel ne reçoit pas de requête. L'information est tout de suite disponible pour le consommateur. Donc, pour que ces informations soient disponibles, il faut que la base de données ait été renseignée. Alors, dans le projet Ascreech, donc il y a eu le développement de différents outils. On a développé l'application Scan4Chem pour l'échange d'informations entre le consommateur et son fournisseur. Mais il y a également toute une partie qui est très importante, c'est les échanges entre les différents maillons professionnels de la chaîne d'approvisionnement et notamment pour questionner ses propres fournisseurs européens. On a souhaité, dans le cadre de ce projet, développer un outil pour la chaîne d'approvisionnement qui peut aider les entreprises à envoyer des requêtes à leurs propres fournisseurs européens et à suivre l'état de ces requêtes envoyées à ces fournisseurs. Donc, cette partie du projet a été développée en partenariat avec la société allemande ePoint pour le développement du logiciel, de l'outil. Donc là, vous avez ici une capture d'écran du tableau de bord de cet outil qui liste un certain nombre de requêtes qui ont été envoyées d'une entreprise à son propre fournisseur. Quand un fournisseur reçoit une requête de son client professionnel, alors il reçoit un accès au système et il peut déclarer via le système
toutes les substances qui sont contenues dans les matériaux et les articles qu'il vend à son client, directement dans la base de données pour que son client y ait accès. L'outil offre aussi la possibilité de laisser des informations confidentielles, de mettre des petits cadenas sur certaines compositions pour des raisons de confidentialité. Mais les substances qui sont réglementées, donc qui sont sur l'annexe 17 ou sur la liste des SVHC, par contre, doivent apparaître. Elles sont obligatoirement affichées. Si la composition complète a été déclarée par le fournisseur, on peut aisément imaginer un gain de temps pour les futures substances régulées, c'est-à-dire que dès lors que vous savez la composition exacte de l'article qui vous a été fourni, s'il y a des évolutions réglementaires de la liste des SVHC ou de l'annexe 17, alors le système vous indique immédiatement que ces substances sont présentes dans vos articles. Alors, l'outil en question, il est gratuit, hein, et en ce moment, le projet invite toutes les entreprises qui sont intéressées par cet outil, pour essayer cet outil, à se faire connaître. Donc, pour devenir pilote, pour essayer cet outil, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée ici, askritch@sophia-research.com. C'est le partenaire allemand du projet qui s'occupe de cet outil pour la chaîne d'approvisionnement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, vous avez également au lien qui est indiqué ci-dessus les différents outils pour vous expliquer un petit peu, des tutos, des vidéos, des flyers, pour expliquer un peu de quoi retourne cet outil pour la chaîne d'approvisionnement. Alors, le portail des fournisseurs maintenant, donc le portail des fournisseurs, c'est la base de données qui est alimentée par les entreprises et qui permet aux consommateurs d'obtenir des informations via Scan4Chem. Bon, pour pouvoir alimenter ce portail, l'entreprise qui souhaite s'inscrire dans le portail doit d'abord se créer un compte dans le portail. Normalement, vous pouvez cliquer sur le lien ici, qui est indiqué dans la première ligne. C'est le lien vers le portail. Donc, vous allez pouvoir vous créer un compte assez rapidement. C'est assez succinct, le mode opératoire pour se créer un compte. Il suffit de se loguer et on reçoit un mail avec un lien pour cliquer dessus pour vérifier l'adresse mail qui a été indiquée. Et ensuite, vous pouvez accéder au portail grâce au mail que vous avez renseigné et au mot de passe que vous avez entré. Dans ce portail que je vais vous montrer tout de suite, on peut télécharger en une seule étape les informations sur les SVHC sur tous vos articles, mais on peut aussi rentrer ces informations en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Si par exemple vous avez déjà la certitude que toute une gamme d'articles ne contient pas de SVHC, par exemple parce qu'elle est sous un label qui certifie l'absence de SVHC, vous pouvez déjà entrer toutes ces données-là dans un premier temps, et puis rentrer la suite des articles après. Ça peut se faire en plusieurs fois. Ce qui est vraiment important, en tout cas en tout premier lieu, c'est d'enregistrer un email de contact. Je vais vous montrer dans quel champ on peut rentrer ces informations-là. Parce que si vous rentrez à minima une adresse mail de contact, les consommateurs qui vont interroger Scan4Chem, même si vous n'avez pas rentré encore vos données, pourront vous adresser la requête directement. Elle arrivera au bon endroit et rapidement. Et puis, dans le portail des fournisseurs, vous allez aussi pouvoir recevoir les requêtes de vos consommateurs et vous pourrez leur apporter une réponse directement depuis le portail si vous n'avez pas encore renseigné vos articles, puisque si vous avez renseigné vos articles, ensuite, vous n'avez plus cette démarche de répondre directement aux requêtes. Ce portail vous permet également de recevoir des statistiques sur les demandes des clients. Il y a un petit outil pour suivre cela également. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer comment fonctionne le portail des fournisseurs. Donc ça, c'est la page d'accueil du portail. Donc, on se logue et on arrive ici sur ce tableau de bord. Alors, bon, c'est une version bêta du portail que j'utilise ici pour vous faire cette démonstration. Donc, j'ai renseigné mon profil. Donc, si on clique ici, on a donc le profil du détenteur du compte. On va renseigner des informations sur l'entreprise, le nom de l'entreprise, son adresse,
On peut mettre le logo de l'entreprise. Et ici, c'est très important de renseigner ce champ pour rentrer une adresse mail générique. C'est l'adresse mail qui recevra les requêtes SVHC via l'application Scan4Chem. Il est important de ne pas mettre une adresse qui comporte un nom, hein, puisque cette adresse sera publique dans l'application. Et puis, il faut que ce soit une adresse qui pointe vers le service qui est en charge des questions sur les SVHC pour que les réponses puissent être faites rapidement. Vous avez ici un champ sur le profil de l'utilisateur du compte. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, inviter d'autres personnes de votre entreprise à pouvoir avoir accès à ce compte en mettant ici leur adresse et en leur envoyant une invitation. Donc comme ça, plusieurs personnes de l'entreprise peuvent entrer des articles, utiliser ce compte. Alors, une fois que vous avez rentré l'adresse mail de contact pour les requêtes SVHC, il y a un deuxième point qui est très important, c'est d'indiquer si vous êtes propriétaire de code barre par code owner, vous cliquez ici, et ensuite de renseigner dans le champ barcode ici le GCP, le Global Company Prefix, qui en fait est la racine de vos codes EAN, des codes barres qui sont utilisés pour le scan. Parce que si vous rentrez ici votre GCP, tous les articles qui sont sous tous les codes barres qui sont sous ce GCP seront reconnus par le système comme étant vos codes barres à vous, et le système à Screech proposera directement au consommateur votre adresse mail de contact. Donc, il fera un lien avec les codes barres et il proposera votre adresse mail de contact pour que la requête puisse être envoyée au bon endroit correctement. Si l'adresse mail de contact ici n'est pas renseignée et si le GCP n'est pas renseigné, alors le consommateur est obligé lui-même de chercher les coordonnées de l'entreprise pour adresser la requête, ce qui est beaucoup plus laborieux. Voilà pour le compte et le profil utilisateur. Maintenant, les fonctionnalités de la base. Donc ici, on a rentré des articles fictifs. Chaque article peut être rentré un à un, mais bon, je pense que ce n'est probablement pas l'option que vous allez choisir puisque c'est quand même assez fastidieux. On peut, en tout cas, quand on a cette fonctionnalité d'entrer les articles un à un, entrer énormément d'informations. J'ai fait Add Article ici. Je suis dans le menu Article Declaration. Et ici, vous avez beaucoup de champs. Des champs avec des informations optionnelles, mais vous avez des champs qui vous permettent par exemple de télécharger des photos, donc c'est aussi plus facile après de reconnaître les articles. Et puis aussi, vous pouvez télécharger ici au format PDF les instructions d'utilisation en toute sécurité, ou bien ajouter, il y a des champs de texte libres, des informations pour expliquer pourquoi cette SVHC n'a par exemple pas pu être substituée et pourquoi elle se trouve dans l'article si une SVHC est présente. Il y a une autre possibilité pour rentrer ces articles de façon assez rapide, c'est le Barcode Range Declaration. Donc là, je vais cliquer sur Add Barcode. Vous avez la possibilité d'entrer toute une série d'articles grâce à leur code barre, grâce à des séries de codes barres. Donc par exemple, du code barre numéro 1 au code barre numéro 100, vous cliquez ici et vous pouvez certifier que pour telle marque, tous les articles ainsi que leurs emballages ne contiennent pas de SVHC. Donc ça, c'est une disposition qui est assez pratique pour rentrer rapidement un grand nombre d'articles quand les codes barres se suivent et que les articles et leurs emballages ne contiennent pas de SVHC. Sinon, la dernière possibilité qui est la plus utilisée, c'est d'utiliser je reviens dans Article Declaration, une fonctionnalité qui emploie un fichier Excel. Alors, ce fichier Excel, il est disponible, vous pouvez le télécharger sur notre site, sur le site du helpdesk. Le site du helpdesk, c'est celui-ci, rich-info.ineris.fr. Quand vous êtes en page d'accueil, vous cliquez ici dans Annoter sur Life as Screech. Et là, vous avez ce fichier Excel qui est téléchargeable ici. Téléchargez ici le fichier Excel. Donc ce fichier Excel, il est très simple. Vous avez un certain nombre d'informations à entrer pour pouvoir télécharger tous vos articles. Un certain nombre d'entre elles sont optionnelles. Celles qui sont obligatoires, c'est le nom de l'article. Donc, vous rentrez pour chaque article les informations ligne par ligne. Donc, le nom de l'article est obligatoire. La marque ne l'est pas, le numéro de code barre ne l'est pas non plus, parce que je vous ai dit tout à l'heure que si on n'a pas le code barre, on peut aussi entrer le nom simplement de l'article. Donc, le code barre, ce n'est pas une obligation. On peut entrer des identifiants internes, des informations internes qui sont également optionnelles. On peut entrer une description de l'article si on le souhaite.
Et ce qui est obligatoire, c'est si l'article contient une SVHC à plus de 0,1% ou non. Donc ici, on doit sélectionner dans le menu déroulant si c'est oui ou non. Ensuite, on va indiquer, si c'est oui, quel est le nom de la SVHC en question. Donc ici, vous avez toutes les SVHC de la liste qui sont indiquées et que vous devez sélectionner. Et puis, si une SVHC est présente, alors il faudra également indiquer où elle est située dans l'article, si c'est dans l'article ou dans l'emballage. Et puis, de façon facultative, vous avez des champs libres pour indiquer où se trouve la SVHC précisément, ce qui n'est pas une obligation. On peut également indiquer là, dans ce champ-là, des instructions pour l'utilisation sûre de l'article, si on en dispose. Donc, ce fichier Excel, une fois qu'il est complété, on va le télécharger dans le portail pour les fournisseurs. Donc, on va faire ici « More »,« Import », et vous allez glisser-déposer le fichier Excel à cet endroit. Et ensuite, vous allez retrouver tous les articles qui étaient dans votre fichier Excel, ici, dans Article Declaration, qui sont listés ici sur cet écran. Alors, une dernière chose aussi qui est importante, c'est que la liste des SVHC, elle évolue bien sûr très régulièrement. Donc, quand la liste a évolué, dès le lendemain, les articles que vous avez rentrés dans la base vont passer en obsolète. Donc, il sera important d'aller faire une mise à jour de ces articles, une fois que vous aurez obtenu l'information de vos fournisseurs que ces articles ne contiennent pas de SVHC nouvellement ajoutés sur la liste. Donc, pour faire cette mise à jour, c'est très rapide. Il suffit ici de cliquer sur ce carré-là pour sélectionner tous les articles en même temps et de cliquer sur « Update Candidate List for » le nombre d'articles qui ont été sélectionnés ici, et ça se met à jour immédiatement. Voilà, dans les différentes fonctionnalités, il y a aussi un champ Request ici, où vous pouvez regarder quelles sont les requêtes que vous avez reçues, et c'est aussi l'endroit qui vous permet d'y répondre. Voilà pour cette démonstration. Je vais reprendre la présentation. Alors, quels sont les avantages pour vous de remplir cette base de données? Ça vous permet de remplir efficacement vos obligations vis-à-vis des SVHC et d'optimiser votre communication auprès des consommateurs. Ce qui est important comme travail, on le sait bien, hein, c'est la récolte des informations auprès de vos fournisseurs. Une fois que ce travail a été fait, c'est celui qui donc est le plus fastidieux, le plus long, vous pouvez valoriser ce travail de façon rapide auprès de vos consommateurs en remplissant la base de données de l'application Scan4Chem, en remplissant via le portail des fournisseurs cette base de données. Ça vous permet d'être transparent vis-à-vis de vos consommateurs, hein. On sait qu'il y a une attente forte des consommateurs sur la transparence des produits qui sont sur le marché. Et puis, vous pouvez montrer aussi aux consommateurs que votre entreprise répond à ses préoccupations. Pas mal d'entreprises maintenant ont des politiques de transparence par rapport à la composition de leurs articles. Et donc ça, c'est le fait d'être transparent via Scan4Chem, c'est un atout supplémentaire par rapport à cette politique globale des entreprises. Et puis, il y a aussi un point technique qui peut être non négligeable, c'est que le projet a prévu que la base de données vous envoie une alerte qui vous permet en fait de faire votre veille réglementaire, parce qu'à chaque fois que la mise à jour de la liste des SVHC est effective, la personne qui a créé le compte dans le portail des fournisseurs, elle reçoit un mail pour lui dire que il faut mettre à jour les informations, car la liste des SVHC vient d'être mise à jour. Donc ça vous permettra également de vous tenir à jour par rapport à l'article 33 de REACH. Alors, comment on répond à une requête consommateur de l'article 33? Eh bien, c'est important, en tout cas, c'est vraiment une recommandation qu'on fait qui est importante, c'est de répondre aux demandes de vos fournisseurs, de vos consommateurs, pardon, même si le produit ne contient pas de SVHC à plus de 0,1%. Il vous pose cette question, il a cette préoccupation, donc c'est vraiment important de lui répondre. Le délai de réponse pour les SVHC à plus de 0,1%, c'est 45 jours, c'est relativement court si on n'a pas encore fait ce travail en amont, et s'il y a beaucoup de maillons dans la chaîne d'approvisionnement au-dessus de vous également. Donc c'est important de répondre le plus vite possible.
C'est important aussi d'apporter une réponse appropriée avec une référence à la liste des SVHC mise à jour. Et il y a beaucoup d'entreprises qui répondent des fois des messages qui sont pas très clairs, pas très concis. On n'est pas certain que les questions ont été bien comprises et que la réglementation est bien maîtrisée quand on voit certaines réponses, donc c'est important. On peut aussi vous aider à répondre si vous avez des difficultés à faire ces réponses, mais de toute façon, l'idéal, et puis pour aller aussi plus vite, c'est d'opter pour un remplissage proactif de la base parce que les réponses sont toutes faites et vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de rédiger ces courriers au cas par cas. Voilà, donc parmi les entreprises qui ont rejoint le projet Ascritch, on compte la société Babymove. Donc nous sommes très heureux d'accueillir maintenant monsieur Bardalès qui nous a gentiment accordé un petit témoignage. Bonjour monsieur Bardalès. Bonjour, merci de m'avoir invité déjà dans le premier lieu. C'est vrai que on a connu un peu cette expérience avec l'appli Scan4Chem. Donc pour présenter Biyouv, moi je suis responsable qualité au sein du groupe. C'est un groupe qui produit aujourd'hui des articles de puériculture qui vont d'une gamme plutôt des produits d'acides, du confort du sommeil, de l'électroménager et des péliphones, donc ces produits-là. Et effectivement, on a aussi un devoir de transparence qui est assez mis en avant par nos clients consommateurs qui sont des parents très attentifs par rapport à ça. Aujourd'hui, notre catalogue il regroupe à peu près 300 références de produits. Donc c'est vrai que ça donne une obligation effectivement de répondre à ces exigences de SVHC pour chacun de ces produits. Oui, alors bon, on comprend effectivement que dans votre secteur, particulièrement, en effet, je comprends que les consommateurs sont encore plus préoccupés par la composition des articles que vous vendez. Donc j'imagine que vous connaissiez vos obligations autour de REACH avant d'entendre parler du projet Ascritch. L'article 33, les restrictions, voilà, vous maîtrisiez déjà, probablement. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est assez récurrent, en tout cas, de par toutes ces mises à jour, hein. Il y a pas mal de veilles réglementaires qui existent à ce sujet. Nous, on fait partie au sein de la FJP, la Fédération des industries jouets et périculture, du comité technique qui nous permet aussi d'avoir aussi ces informations et de prendre en compte effectivement toutes les dernières évolutions, de faire attention s'il y a des substances qui pourraient être contenues dans nos produits. Mais c'est vrai que malgré cela, il y a aussi nécessité justement de faire le travail, de vérifier en amont avec nos partenaires industriels que effectivement cette obligation est bien remplie. Oui, alors justement, comment vous faites, vous, pour, je crois que vous avez mis en place une procédure pour avoir les informations. C'est quoi, en fait, votre mode opératoire pour obtenir ces informations pour les agences? Bah, en fait, il y a plutôt 2 leviers possibles, hein, je dirais. Le premier, c'est essayer de faire remonter l'information de nos fournisseurs, savoir les interroger simplement. Est-ce que, ils ont connaissance de la réglementation REACH? Une première chose. Et est-ce qu'ils ont connaissance justement de cette liste de SVHC, qui pourrait être contenue ou pas dans les produits? Et ça, pour le coup, bah, ça implique effectivement qu'ils aient une connaissance, parce que certains de nos prestataires ne connaissent pas du tout la réglementation européenne, ni la réglementation riche, encore moins. Et donc, dans ce cas, si on n'arrive pas à faire remonter l'information à leur demander de se positionner à ce sujet-là, eh ben on passe par un deuxième levier qui est de faire des tests dans des laboratoires certifiés pour vérifier s'il y a présence ou non de substances SVHC dans nos produits. Donc, il y a bien ces 2 leviers, Ouais. information ou vérification, pardon. Ouais, les 2 sont complémentaires, c'est important tous les 2, en effet. Et comment est-ce que vous avez connu le projet Ascritch? Alors, le projet Ascritch, on l'a connu plutôt en 2020. C'était via un webinaire justement où on a été invité à participer, en tout cas en tant que spectateur. Et on a pu découvrir justement ce projet qui nous a paru assez intéressant, en tout cas, justement par rapport à cette obligation, quelque chose de plutôt novateur qui se présentait un peu à l'époque comme le Yuka de Reach, en fait. Ouais, avec des préoccupations consommateurs montantes. Et Tout donc, à fait. qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le projet, mis à part ces préoccupations, quels intérêts vous avez vus à ce projet? Ouais, en fait, il y a 2 intérêts. Le premier, c'est par rapport au consommateur. Effectivement, ça permet de lui donner en toute transparence et de manière directe l'information. Donc ça, c'est intéressant. Et ainsi, pour nous, en fait, c'est vraiment de pouvoir s'assurer qu'en fait, on puisse
répondre à notre obligation de réponse dans le délai imparti, parce qu'on a un groupe qui est présent sur pas mal de pays européens. Et si, je vous donne un exemple, un consommateur en Allemagne pose une question, il va s'adresser d'abord principalement à notre représentant en Allemagne, et après, avec tout cet échange qui peut être fait entre différentes personnes, il est possible qu'en fait on perde du temps et qu'on ne réponde pas rapidement à cette obligation. Donc ça fait de la frustration et peut-être une réponse incomplète, et ça nous permet justement d'assurer cette obligation de l'article 33 de REACH. Ouais. Donc, vous avez rentré des articles dans la base de données, donc vous avez testé le portail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors le portail, c'est vrai qu'il était à la fois simple et assez ergonomique dans sa manipulation. C'est pas très compliqué en tout cas. Donc on peut se dire, tiens, je vais encore en remplir une base de données, ça peut être assez compliqué. Mais non, finalement, la prise en main était assez facile. Ce qui est vraiment qui est vraiment un plus, je dirais, c'est le fait de pouvoir intégrer directement plusieurs références via par exemple un fichier Excel, c'est le formulaire que vous décriviez juste avant. Donc ça nous permet justement d'interroger nos partenaires industriels pour leur dire, voilà, par rapport à cette liste de SVHC et la liste de produits que vous fabriquez avec nous, est-ce que vous répondez à cette obligation par oui ou non, est-ce qu'il y a une présence de SVHC au-delà de 0,1%, et après d'intégrer directement en quelques clics ces données dans la base de données. Évidemment, c'est ça qui est l'intégration des données dans la base de données, elle est assez simple. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie encore pour avoir accepté de témoigner. Et puis un grand merci également pour votre soutien au projet Screech. Merci. Alors justement, en parlant de soutien, il est possible pour vous de soutenir le projet de différentes façons. Vous pouvez sensibiliser vos consommateurs via vos réseaux sociaux ou autres. Pour ça, on met à votre disposition un kit de support web. On pourra vous l'envoyer ou vous pourrez cliquer sur le lien et le télécharger. Il y a des images, il y a les logos. Donc, si vous voulez communiquer sur vos engagements envers le projet. Et vous pouvez aussi sensibiliser vos collaborateurs, comme on peut le voir sur la petite image. On met à disposition, on peut vous envoyer des supports print, donc que ce soit des posters, des dépliants, des stickers, pour que vous puissiez parler de ce projet autour de vous, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, vous pouvez vous préparer justement au focus sectoriel, puisque nous allons, avec le projet, communiquer autour des articles jouets, jeux, articles de puériculture à partir d'octobre. Et donc, vous allez être susceptible de recevoir des requêtes à partir de ce moment-là. Donc, vous pouvez vous y préparer dès maintenant. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Instagram. On a aussi créé un groupe LinkedIn qui s'appelle Scan4Chem, communiquer mieux sur les SVHC. C'est vraiment un groupe privé où on échange des informations autour de REACH, des SVHC et aussi les actualités du projet. Et on communique évidemment sur les réseaux sociaux Ineris, donc que ce soit Facebook ou Twitter. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on a terminé du coup notre partie donc, pour le webinaire. Donc, si vous avez des questions sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, n'hésitez pas. Je vois qu'on a une petite main levée. Oui, merci. Merci de me redonner la parole. Non, c'était une question un peu générale, parce que bon, il y a eu le lancement de l'application. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un état un petit peu justement du nombre d'entreprises qui ont enregistré, la proportion par secteur, ou même le nombre par secteur éventuellement? Et après, quand on rentre dans les sous-couches, au niveau des produits, notamment sur le secteur du jouet et de la puériculture, la proportion de produits qui sont déclarés avec des SVHC, etc., quoi. Un peu pour avoir une cartographie un petit peu de tout ça. Savoir quelle est la tendance aussi vis-à-vis de l'outil. Est-ce que vous avez eu une forte, une forte demande entre guillemets d'enregistrement tout au début, et est-ce que maintenant on est un peu sur l'asymptote, donc ça se calme un peu, ou parce que on a atteint peut-être, je sais pas, et on a touché le nombre de sociétés maximales, je sais pas quoi, ou est-ce qu'on est encore loin, on va dire, justement de l'objectif, on va dire peut-être que vous êtes fixé aussi dessus, quoi, qui devrait être un objectif maximum, hein, bien entendu, mais voilà, quoi, on sait qu'on n'aura peut-être pas tout le monde, mais voilà, quoi, c'est un peu les questions un petit peu, voilà, quoi, de mise en œuvre, on va dire, de cette application, quoi, avec des datas derrière un petit peu pour une perspective, s'il vous plaît. Merci. Alors pour quelques chiffres, on est autour de 30 000 articles actuellement dans la base de données.
Alors, des informations par secteur, on n'en a pas vraiment, en fait. Il n'est pas prévu pour l'instant de découper secteur par secteur les articles. C'est une demande que nous, on a fait au niveau du développement. Je ne sais pas si ça va aboutir avant la fin du projet. Chez nous, en tout cas en France, c'est plutôt des entreprises, des secteurs jouets, effectivement, qui sont entrés dans la base de données en premier. Textile aussi un peu. Mais on peut toujours s'améliorer, ça c'est certain. On voit des effets, de la communication sectorielle, hein, qu'on fait. Quand on fait des webinaires sur certains secteurs d'activité, ensuite on a un effet derrière, un effet rebond. Ouais, tout à fait. Et puis aussi de la communication, hein, quand on a fait des événements sur Facebook un peu spécifiques, un peu publicitaires, on a eu des téléchargements ça a été assez efficace, hein. Donc on a différents leviers comme ça qui montrent leur efficacité et qu'il faut qu'on continue de déployer. On a encore un peu de marge pour avancer et pour s'améliorer. Le projet, il a encore de longs mois devant lui, donc on espère que ça va continuer à monter. Mais c'est sûr que plus on arrive à communiquer d'un côté aux entreprises et de l'autre côté aux consommateurs, et plus on voit les effets derrière. C'est sûr que chaque action de communication, que ce soit dans la campagne consommateur comme entreprise, est très importante. Donc on va continuer. On va avoir aussi tout un pan du projet là, qui va se tourner vers les distributeurs. Ça va commencer là cet automne. Donc, aller vers les distributeurs qui ont des problématiques un peu plus spécifiques que les fabricants ou les importateurs. Et puis voir avec eux comment on peut les aider sur les discussions avec les fournisseurs, les différents fournisseurs, et comment elles peuvent aussi inciter leurs clients à remplir la base également. Parce que finalement, les distributeurs, ce sont eux qui devraient répondre aux questions, mais ce ne sont pas tellement eux qui ont les réponses. Donc on va avoir toute cette problématique-là à explorer. Voilà. Très bien, moi je pense que l'info quand même ils doivent l'avoir normalement, quoi. En tout cas, pas forcément sous la forme de la base de données, mais globalement, comme vous dites, hein, c'est à eux de répondre hein, lors, on va dire peut-être de l'achat du produit, parce qu'un consommateur peut s'adresser en magasin, donc je pense que l'information ils doivent l'avoir. Après, Ils devraient l'avoir en plus, théorie. ouais, théoriquement. Donc après, c'est plus la mise en œuvre en effet de cette transmission d'informations qui est peut-être voilà, un peu différente, quoi. Ok, non, très bien. Bon, bah, écoutez, à voir, quoi. C'est vrai que sur les jeux, on en a déjà discuté, quoi. Peut-être certains se sentent pas forcément, on va dire, touchés, on va dire, par ça, parce que logiquement, et vous l'avez très bien dit au début, je reprendrai un vos termes, hein, c'est que Jerry Rich applique sans préjudice les restrictions de la directive jouée, et pour beaucoup de SVHC, certaines de ces substances sont, on va dire, restreintes, voire donc parfois les limites de restriction sont des limites d'interdiction, si on prend les phtalates hein, et d'autres substances, bien entendu. Donc c'est là, après, où se joue aussi l'enjeu, quoi, c'est de sensibiliser. Et sans doute qu'aussi, finalement, l'article 13 de la loi AGEC, avec la possibilité, je dirais, d'utiliser aussi l'application, donnera encore un petit coup de boost à cette application, peut-être, ou pas, quoi. À voir, en fonction un peu des choix de chacun, parce qu'elle ne sera pas forcément non plus obligatoire, quoi. Ça sera une possibilité. Oui. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Pas d'autres questions? Non. Je ne vois pas d'autres mains levées. Bon, bah, écoutez, si c'est clair pour tout le monde, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc la présentation et l'enregistrement seront disponibles sur le site web du helpdesk, dans la partie sur les webinaires, dès que possible, donc assez rapidement. Vous pourrez y accéder. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.